Quand elle était petite, Lina Bonamy apprit de ses parents qu'elle était l'égale de ses frères, qu'elle était capable de bien des choses et qu'il ne fallait jamais abandonner la partie. C'est ce credo qu'elle appliqua dans sa profession d'infirmière, notamment à la salle d'urgence où, dit-elle, il fallait aller jusqu'au bout, tant que la mort n'était pas là. Une telle volonté explique pourquoi elle devint présidente de son syndicat, celui de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis pourquoi, au début des années 1990, elle fut élue à l'exécutif de la FIC comme secrétaire générale, puis comme deuxième responsable de négociation. Durant cette période turbulente, elle vécut avec bonheur des moments de très grande solidarité. Mais elle vécut également les profonds changements qui allaient modeler la FIC telle qu'on la connaît aujourd'hui. En fait, elle en devint la présidente ou, comme elle le dit elle-même, présidente de transition entre les règnes de Jenny Skeen et Régine Noran. Même si elle vit désormais une heureuse retraite, Lina Bonamy chuchote parfois aux oreilles les plus fines qu'elle pourrait éventuellement se considérer comme étant à nouveau une militante active. Voilà donc une histoire à suivre. Je suis née en Abitibi, dans une petite ville malartique. Mon père était un mineur. Et dès l'âge de 4 ans, cependant, on a déménagé sur Montréal. Mon père est reparti à Neuf. Il s'est retrouvé dans une boutique de nettoyeur de vêtements. Il faisait la livraison, parce qu'à l'époque, on allait porter nos vêtements, mais il nous revenait. On s'était retourné à la maison par un livreur. Alors mon père a fait ça. Et comme il était un peu un touche-à-tout, une habilité un petit peu universelle, ben ça lui arrivait de réparer les grosses chaudières dans cette boutique de nettoyage. Donc, il a fait un petit peu de tout dans cette boutique-là, pour redevenir plus tard un menuisier. Le premier quartier de Montréal que j'ai fait, moi, avec mes parents, ça a été Montréal-Nord. Mon père, moi, est originaire du Témiscamingue, donc Montréal, il l'a fait comme moi. Mais ma mère a vécu dans le quartier qu'on appelle aujourd'hui Huntsic. À l'époque, mon grand-père avait une ferme, parce que c'était des terres. Maintenant, c'est juste des maisons. Il n'y a plus de ferme à Huntsic, mais maman était montréalaise. Donc, on a fait Montréal-Nord et j'ai fait beaucoup Laval. Mais à l'époque, c'était pas Laval. C'était sur l'île Jésus. Il y avait différentes municipalités. Et la ville où on a vécu le plus longtemps, c'était Pont-Viau. Donc, juste à la limite, à la sortie du Pont-Viau. On a habité là longtemps. Plus tard, comme infirmier, quand moi j'ai pris appartement, là j'étais à Montréal, dans le quartier de Rosemont. Et puis, le quartier était Tétroville. Donc, je suis une Montréalaise. Je suis née en Abitibi, mais je suis une Montréalaise de cœur. Bien que j'habite maintenant les Laurentides, je demeure quand même une Montréalaise. Chez moi, l'important qu'il y ait 3 garçons, une fille, ce qui était important pour moi avec le recul encore, je suis capable de dire que mes parents, 2 personnes magnifiques, une enfance heureuse et une adolescence heureuse aussi. Chez moi, il n'y avait pas de différence entre mes frères et moi. J'avais beau être une fille, j'avais les mêmes droits de sortie que mes frères. D'ailleurs, chez nous, les heures de sortie n'étaient pas limitées. J'ai jamais entendu mes parents dire « tu dois rentrer à 9h30 » ou « tu dois rentrer à 10h ». La seule chose qu'on nous demandait, c'est de rentrer accompagné, de jamais rentrer seul. Et si à la limite, on ne pouvait pas être accompagné, d'appeler à la maison et qu'ils viendraient nous chercher de où on était. À la seule exception, si on allait dans un endroit où il y avait de la boisson et qu'il y avait malheureusement une descente de police et qu'on n'avait pas 18 ans, mon père disait « ne m'appelez pas avant les heures du matin, je ne me déplacerai pas la nuit pour une telle raison. » Allez vous chercher au poste de police, assumez vos actes! Mais il n'a jamais eu à le faire. Il était bien conscient qu'on allait dans ce genre de débit de boisson avec de fausses cartes. Là. Il était bien conscient, mais c'est pourquoi il nous disait ça. Donc, chez moi, comme je vous disais, il n'y avait pas de différence entre les garçons et les filles. Et c'était des parents qui nous ont encouragés à faire n'importe quoi.
Chez nous, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas, tu peux pas réaliser ça. C'était au moins essaie. Essaie et tu verras au fil du temps si tu aimes ou si tu n'aimes pas, si tu as des talents pour ça, puis ça se développe, puis travaille. Il y avait ça que mes parents m'ont inculqué. Et si tu fais quelque chose, fais-le bien. Ça donne rien de faire quelque chose où tu n'iras pas jusqu'à la limite. N'abandonne pas en cours de route, là. Si tu sens que tu n'es plus capable, tu passes la rondelle à quelqu'un d'autre, mais va jusqu'au bout de ta limite. Ça, c'est ce que mes parents m'ont donné de plus précieux, je pense. Mais c'est ça. Donc, c'était une famille, je vous dirais, unie, où ce qui nous a fait réagir beaucoup, c'est lorsqu'on voyait une injustice. L'injustice sociale nous faisait réagir beaucoup, faisait beaucoup réagir mes parents. Par exemple, comment tu es placé dans la société, tout dépendant du métier que tu fais. Quand tu es mécanicien, quand tu travailles pour la voirie, vendeur de vêtements, ah oui, OK. Il y a une connotation de rang social sur le travail qui est... Ça, moi, ça me fait réagir parce que le travailleur de la voirie, là, il est aussi important. Il est aussi important. Si j'en ai pas de routes qui sont carrossables, on va faire quoi? Le mécanicien qui entretient ma mécanique d'auto va peut-être éviter un accident mortel, justement parce qu'il a bien détecté une défectuosité dans ma mécanique. Alors ça nous fait réagir. Depuis ma tendre enfance, je pensais faire une infirmière. Un rêve de petite fille, oui, mais un rêve d'être près de l'humain, de côtoyer mon semblable, qu'importe qui il est, qu'importe la nationalité d'ailleurs. Quand je visionnais les films où on voyait les infirmières en état là, dans les pays où il y avait la guerre, là, pour moi, j'étais en pamoison devant ça. Je me disais, mon Dieu, quel accomplissement! Quelle valorisation ces gens-là doivent en sortir, puis comment elles font partie aussi intégrante là, de « je vais aider une population », prendre part à 100% dans la vie sociale d'une société. Donc, c'est peut-être ça qui m'a attirée dans ce métier-là, parce que infirmière, hein, on est là 24 heures sur 24 auprès des gens. À tout moment, dans la joie, dans la peine, dans l'interrogation, dans le désarroi, dans les psychoses, dans la santé mentale, on est là tout le temps. Alors, pour moi, c'était, oui, c'est une place où je vais me sentir avec une certaine importance, là, une raison d'être, et allons-y. Allons-y. Je n'ai pas regardé les conditions de travail qu'il y avait avec ça, là. Travailler jour, soir, nuit. Du lundi au lundi. Tes fins de semaine, t'en as pas autant. À l'époque, hein, on avait une fin de semaine de congé sur 3 seulement. Bon, les choses se sont améliorées depuis ce temps, mais bon, mais pour moi, c'était pas grave. Ça venait pas diminuer mon intérêt, mon engouement pour cette profession-là, les conditions de travail qui étaient pas toujours faciles. C'est l'époque où je complète mon cégep et puis quelques jours après, le téléphone sonne à la maison et c'est une agente des ressources humaines de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui me dit « Nous aurions un emploi à temps complet à vous offrir. Êtes-vous intéressé à venir travailler chez nous? » Alors, ma recherche d'emploi était terminée. J'ai fait un emploi à temps complet de 4 heures à minuit. Bon, remarquez que j'étais allée en stage, bien sûr, mais l'été précédent, j'avais travaillé, on m'avait engagée à titre, temporairement, là, à titre d'infirmière auxiliaire pour la période estivale seulement. Donc, ils avaient conservé mon dossier, bien sûr. Au cours de l'entretien qui a suivi cet appel téléphonique, on m'a signalé que l'emploi qu'on m'offrait était à la salle d'urgence. Alors, moi, étonnée, un peu stressée, je dis non, il n'y a pas question que j'aille travailler dans ce département. Moi, je les ai vus aller en stage. Donc, et là, on me fait la réponse, mais vous savez, donnez-vous 3 mois et après 3 mois d'ancienneté,
vous allez pouvoir postuler sur tous les départements de l'hôpital et vous allez obtenir le poste, ça va de soi. Parce qu'à l'époque, il manquait beaucoup d'infirmières, donc on avait le choix, pas mal plus, de savoir où on voulait aller travailler. Mais finalement, j'y suis restée 10 ans dans cette salle d'urgence. C'est une très belle, très, très belle école de vie. On y apprend l'amitié, on y apprend la loyauté, on y apprend à se tourner saint dissous. Puis on apprend aussi beaucoup qu'une bataille perdue, ça ne veut pas dire que la guerre est perdue. Tu peux perdre un patient une journée, mais tu vas faire partie de l'équipe qui va en sauver d'autres pendant toute la semaine qui va suivre. Et puis, il y en a d'autres qui vont venir prendre le relais de ce que tu as fait, justement, pour apporter le projet final à la ligne d'arrivée. Donc, la salle d'urgence, c'est la vie. D'un jour à l'autre, tu sais jamais ce qui va arriver. D'une minute à l'autre à l'urgence, tu sais jamais. Quand tu entends les portes qui s'ouvrent, tout dépendant de l'allure qu'a les pas, quand tu entends les portes, tu sais l'urgence de la situation ou à peu près. Mais on ne sait jamais d'une minute à l'autre ce qui va arriver. Jamais, jamais, jamais. Sauf, tu sais que tu vas avoir le support de tes collègues de travail dans tout ce que tu fais. Donc, c'est précieux. C'est encore là un milieu social très enrichissant. Alors, je me suis beaucoup épanouie. J'ai trouvé une deuxième famille, moi, dans la salle d'urgence. Et j'ai réagi. Là aussi, je me rends compte que j'ai réagi quand il y avait ce que moi, je considérais une injustice sociale entre les membres du personnel. Comment la direction de l'hôpital pouvait agir par rapport à un, par rapport à l'autre. Ça me faisait réagir beaucoup. J'ai quand même avancé dans l'évolution de l'équipe des infirmières. J'ai été infirmière soignante, après j'ai été infirmière chef d'équipe, après je suis devenue assistante infirmière chef dans cette salle d'urgence. À l'époque, d'ailleurs, Maisonneuve-Rosemont était la plus grande salle d'urgence de tout le Canada. Et on s'en glorifiait. Je ne sais pas pourquoi je le souligne aujourd'hui, on s'en glorifiait d'avoir été ça. Donc, j'avançais, mais toujours à l'intérieur de cette salle d'urgence-là. Et la question s'est posée à moi. Qu'advient-il des patients que vous réchappez ici à la salle d'urgence, qui vous arrivent dans un état tout près de la mort et que vous maintenez en vie et qui quittent cette salle d'urgence-là? Il arrive quoi d'eux? Alors, je suis allée voir ailleurs et c'est comme ça que je suis arrivée aux soins intensifs. Alors, aux soins intensifs, là, j'ai vu, bon, voilà, OK, il est passé entre la salle d'urgence ou les soins intensifs, il y a peut-être eu la salle d'opération ou non, mais je voyais maintenant dans une autre étape où nous avait amené cette bataille qu'on avait fait à l'urgence, où nous avait amené cette bataille-là qu'on reprenait aux soins intensifs. Et aux soins intensifs, il arrive souvent que les patients reviennent pour nous remercier d'avoir prodigué auprès d'eux des soins infirmiers. Certains d'entre eux nous disent, vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs ici. Je vois des appareils et tout ça, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais je tiens à vous remercier. Ma famille m'a dit que vous aviez tellement travaillé fort ici aux soins intensifs. Et je me faisais toujours un devoir de leur dire, vous savez, vous êtes d'abord rentrés par la salle d'urgence. Ne les oubliez pas. Elles ont fait partie de la bataille. Ce que j'ai appris aussi dans cette salle d'urgence-là, c'est que il ne faut pas lâcher tant que la mort n'est pas là. Donc, quand j'entreprends ou quand j'ai entrepris des batailles, je suis allée jusqu'au bout. Ce que mes parents m'ont inculqué finalement, de porter ton dossier jusqu'au bout. À la salle d'urgence, c'était porte les soins infirmiers jusqu'à la mort auprès de cette personne-là. Ben, j'ai repris ça dans le monde syndical comme organisation. Ben, on fait ça aussi. Quand on prend au dossier, on l'amène jusqu'au bout. Tant que la mort n'est pas là, ben, on lâche pas le dossier.
Ou bien c'est la santé retrouvée. Alors là, ça va, c'est épanoui. Ou bien c'est la mort, mais on va vraiment jusqu'au bout d'un dossier. Et on apprend ça. Je pense que notre profession d'infirmière nous inculque ça aussi. Ne lâche pas tant que la mort n'a pas gagné, finalement. J'ai toujours travaillé à Maisonneuve-Rosemont. Quelques années plus tard, beaucoup plus tard, je suis retournée. Faut maintenir un nombre d'heures de soins à l'intérieur du 5 ans d'absence. Alors, je suis retournée à Sainte-Agathe-des-Monts, au centre hospitalier de Sainte-Agathe-des-Monts. Justement, là, pour me rebaigner là-dedans, parce que ça faisait déjà 5 ans que j'avais pas fait de soins infirmiers. Mais sinon, ma carrière d'infirmière s'est déroulée à Maisonneuve-Rosemont. Je me suis toujours fait un point d'honneur d'aller à chaque assemblée syndicale. J'intervenais beaucoup, mais je ne m'impliquais pas. Jusqu'à une journée où, suite à la grève que nous avons fait en 1989 comme infirmière, j'étais pas d'accord qu'on mette un terme à la grève parce que j'estimais qu'on n'était pas allé jusqu'au bout du dossier, justement, qu'on ne l'avait pas amené jusqu'à sa mort, ce dossier-là. Donc, je trouvais qu'on rentrait trop rapidement, qu'on retournait au travail trop rapidement. Je me suis exprimée dans ce sens-là beaucoup. Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu une assemblée générale et une des représentantes syndicales me dit à l'entrée, lorsque je m'inscris comme participante de l'assemblée, « Ah, justement, Lina, nous sommes en période d'élection. Si ça t'intéresse, voici un formulaire pour mettre ton nom pour devenir représentante syndicale. Donc, les élections vont avoir lieu dans 3 semaines. » Je prends ce formulaire-là et puis, ouais, peut-être, je sais pas. Et puis là, je me dis, va voir ce qui se fait de ce côté-là de la clôture comme travail. Va donc voir ce qui se passe. Peut-être que ça va te donner un point de vue différent, justement. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai rempli le formulaire et que j'ai commencé à être une participante de l'équipe syndicale locale, donc à Maisonneuve-Rosemont. Ça a été mon implication, le début de mon implication syndicale. Je connaissais Mme Lavallée par les entrevues à la télé qu'elle faisait, à la radio. Je reconnaissais les gens qui portaient le dossier de la négociation parce qu'on en avait des photos sur nos encarts de syndicats et tout ça. Mais je connaissais personne dans l'organisation, mais vraiment personne. Donc là, oui, c'est comme ça que le doigt s'est mis dans l'engrenage aussi et puis que j'en suis jamais ressortie finalement. C'était moi qui ai été élue la présidente locale. Ça, c'était à 89, mais déjà en 91, moi, je veux porter le dossier au bout. Hein. Alors, je me présente au niveau de la fédération, à l'exécutif. Tant qu'à y être, visons la tête. Alors, je me présente à l'exécutif et j'ai été élue secrétaire générale. C'était une implication qui demandait un temps partiel seulement. Parce qu'à l'époque, il y avait deux membres du comité exécutif qui travaillaient à temps partiel, dont ce poste-là. Alors, j'ai fait pendant 2 ans moitié au syndicat, à la fédération, à la FIC, et moitié des soins infirmiers. C'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer. Le congrès d'ensuite, eh bien là, j'ai été élue comme deuxième responsable à la négociation. Quand je suis arrivée là, il y avait une coordonnatrice à la négociation, qui avait fait la négociation de 1989 d'ailleurs, qui avait été le porte-parole de la négociation de 89 pour les infirmières. Donc, Mme Thérèse Théroux est là, elle est présente, elle est comme coordonnatrice et une cadre à la FIC. J'ai le pilier de la négociation 89 qui est là pour en support, puis qui m'enseigne des choses. Et bon, il y a une équipe aussi de conseillers syndicaux. Il y a des avocats parmi ça, il y a des gens qui ont fait relations industrielles à l'université, il y a d'autres infirmières qui sont représentantes syndicales, qui sont conseillères, mais que ça fait déjà 5, 6 ans, 8 ans qui militent syndicalement. Donc, j'arrive pas dans un monde où il y a aucune expérience. Cette espèce de relation avec l'autre, j'en avais déjà un aperçu. Pas autant que Mme Théroux et d'autres conseillères syndicales, mais j'ai quand même eu à frayer, à négocier certaines choses localement. Donc,
je me dis, avec raison, ben je vais l'appliquer provincialement, puis je vais voir, l'ampleur est un petit peu plus grande, mais comme me disaient mes parents, je suis capable de le faire. Alors je vais le faire, je vais y aller. Bon, effectivement, j'ai appris énormément en côtoyant Mme Théroux. Des fois, c'était des petites phrases toutes simples qu'elle disait, mais d'une efficacité et d'une justesse que je faisais mienne par après et qui m'ont porté fruit tout le long des 3 négociations que j'ai faites d'ailleurs à la Fédération. Mais comme je n'arrivais pas dans une équipe qui avait aucune expérience. Jenny Skene, à l'époque, a décidé de se retirer, de prendre sa retraite. Alors là, je me suis fait la réflexion, est-ce que je continue encore à porter le dossier de la négociation? Ça faisait 3 négociations que je faisais à la Fédération. Ou est-ce que je m'enligne pour en tout cas, pour tenter ma chance d'être élue à la présidence de la FIC, en sachant très bien que si j'acceptais, si je prenais cette voie-là, je serais une présidente de transition. Les moments forts que la FIC avait vécu antérieurement, donc la grève de 89, Diane Lavallée, qui est présidente à l'époque. La grève de 99, je suis la responsable de la négociation, du dossier de la négociation, mais Jenny Skene, Mme Skene, est la présidente, donc c'est elle qui porte tout le volet politique, l'image publique. Donc c'est un moment encore là très, très fort. Une autre grève illégale qu'elle a à défendre dans les médias. Donc, il y a un moment fort, là, très, très fort aussi. Et tout de suite après la grève qui a suivi, on a eu à défendre un autre dossier très, très fort. C'est le gouvernement libéral nous a obligés à faire une fusion des syndicats. Parce que le gouvernement considérait qu'il y avait trop de syndicats au Québec dans le réseau public. Donc, nous obligeait à fusionner. À ce moment-là, on devient une fédération qui regroupons non plus juste des infirmières, mais on accueille dans nos rangs des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes. On sait très bien que pour le gouvernement, c'était une façon aussi de semer un peu la zizanie. Il y avait ces préjugés, il y avait ces fausses histoires que les infirmières et les infirmières auxiliaires ne pourraient jamais s'entendre dans un monde syndical. Si on les mettait juste elles ensemble, donc le gouvernement misait un peu sur cette dispute syndicale-là aussi, et en forçant cette fusion-là, forçait aussi tout le mouvement syndical à revoir sa façon de faire. Donc, si moi, je dois accueillir des infirmières auxiliaires dans mes rangs et des inhalothérapeutes que je ne représente pas présentement, ben les autres formations syndicales ont dit « Hey, hey, c'est de nos membres, c'est nous autres, c'est nous qui défendons leur dossier depuis la nuit des temps ou à peu près. Vous ne viendrez pas nous enlever ces dossiers-là, etc., etc. » Donc, le gouvernement misait aussi sur cette dispute-là. Un autre mouvement très fort, et c'est Jenny qui est là, Jenny Skene comme présidente. Alors, cette histoire de la FIC, qui est une histoire rocambolesque depuis sa création, ben là, il faut, à un moment donné, qu'elle se ressente sur elle-même, là, pour resolidifier ses bases comme il faut pour repartir. Alors, il faut, pour moi, dans ma conception, l'évaluation que j'en fais, l'analyse que j'en fais, il faut une présidente de transition. Mettre un peu de calme là-dessus. Reprenons nos forces, rechargeons nos armes, puis on va repartir après ça la bataille. Donc, je m'engage avec cette philosophie-là et en me disant, cette fusion forcée-là, on va la réussir. On va la réussir. Je vais la compléter avec l'équipe, bien sûr, au comité exécutif, mais on va le réussir. Il n'y en aura pas de dispute dans nos rangs. Il n'y en aura pas. Alors, à ce moment-là, on a changé le logo de la FIC. On est passé d'un logo vert, là, en filigrane, à un logo plus moderne, là, bleu, etc., que les gens connaissent maintenant, reconnaissent facilement. Donc, il y a eu ça, il y a eu cette fusion, il y a eu cette préoccupation de quelle était
vraiment leurs conditions de travail à nos collègues, parce qu'on en avait une aperçu en les côtoyant, mais vraiment ce qu'elles cherchaient, leur objectif. Donc, on a fait des rencontres, on a pris leur convention collective, on a pris notre convention collective des infirmières et on a regardé pour aller chercher le meilleur de chacune de ces conventions-là. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé, qu'on a réussi et que pour moi, je pense que j'ai réussi mon mandat que je m'étais donné de faire une transition avec la 4e présidente qui viendrait en place.